Je m'appelle Catherine Baker. 7 jours plus tôt, mon mari Jonathan et moi avions conclu l'achat de la maison de nos rêves, une demeure coloniale à 2 étages avec un porche enveloppant et un parterre que j'avais déjà imaginé dans ma tête pour des tomates et des hortensias. J'avais moi-même apporté la plus grande partie de l'argent, un héritage de mon père, un homme qui a passé 30 ans à enseigner la chimie au lycée et qui ne s'est jamais plaint une seule fois de la vie modeste que cela lui procurait. Il m'a laissé assez pour rendre cette maison possible. Et quand j'ai signé les papiers de la vente, je me souviens avoir pensé qu'il aurait été fier. Je me souviens avoir pensé que finalement, à 40 ans, j'avais construit quelque chose de permanent. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que des cartons encombraient encore le couloir et que l'odeur de peinture fraîche flottait dans l'air. Je n'ai pas reconnu le numéro, alors j'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Madame Baker, ici Thomas Reed. Je vous ai vendu la maison. Je me suis souvenu de lui instantanément. Un homme à la voix douce dans ses 70 ans, un ingénieur électricien à la retraite avec des yeux bienveillants et un léger tremblement dans les mains lorsqu'il a serré la mienne à la table de signature. Il avait vécu dans cette maison pendant 31 ans avec sa défunte épouse, et quand il m'a remis les clés, il m'avait dit qu'il espérait qu'elle me traiterait aussi bien qu'elle les avait traitées. Monsieur Reed, est-ce que tout va bien? Il y eut une pause assez longue pour que je pense que l'appel avait été coupé. Je dois m'excuser pour quelque chose, a-t-il finalement dit. Quand nous avons installé le système de maison intelligente il y a des années, nous avons installé une caméra de sécurité dans le salon. J'en ai déconnecté la plupart avant la vente, mais j'en ai manqué une. Elle est toujours liée à mon compte cloud. Je l'ai seulement remarqué parce que j'ai reçu une notification il y a quelques jours, et je suis allé pour supprimer les images et jeux. Il s'arrêta de nouveau. Madame Baker, je pense que vous devez voir cela vous-même. Mon estomac se serra, bien que je n'aurais pas pu vous dire pourquoi. Voir quoi? Je préférerais ne pas le dire par téléphone. J'ai tout sauvegardé sur une clé. S'il vous plaît, venez me voir seul. Ne dites rien à votre mari pour l'instant. Sa voix baissa, prudente, presque protectrice. S'il vous plaît, venez seul. Je lui ai dit que je le ferais et j'ai raccroché avant de pouvoir demander quoi que ce soit d'autre, parce que mes mains avaient commencé à trembler et je ne voulais pas qu'il l'entende dans ma voix. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé par l'embrasure de la porte dans le salon, où Jonathan se tenait sur un escabeau, accrochant une photographie encadrée du jour du mariage de ses parents. Et sa mère Diane le dirigeait avec l'autorité calme d'une femme qui n'avait jamais douté de son propre jugement. Un peu vers la gauche, a-t-elle dit, et Jonathan l'a ajusté sans se plaindre, comme il le faisait toujours avec elle. Il riait de quelque chose, une petite blague que je n'avais pas saisie. Et pendant un instant, je les ai simplement observés, cherchant sur leur visage une fissure, un signe de ce que Thomas Reed pensait que je devais voir. Il n'y avait rien. Jonathan s'est tourné, a croisé mon regard et m'a souri. Ce même sourire facile qui m'avait fait tomber amoureuse de lui 12 ans plus tôt, à l'époque où je pleurais encore mon père et où il apparaissait exactement au bon moment avec exactement les bons mots. Ça va, a-t-il demandé. Tu as l'air pâle. Bien, ai-je dit. Juste fatigué. Je pense que je vais sortir un peu. J'ai oublié que nous manquons de peinture pour la chambre d'amis. C'était un mensonge, doux et immédiat, et la facilité avec laquelle il est venu m'a un peu effrayé. Diane m'a jeté un coup d'œil, ses yeux s'attardant une demi-seconde de trop, comme il le faisait parfois, comme si elle me mesurait toujours tranquillement par rapport à une norme que je n'atteindrais jamais. Prends ton temps, ma chère, a-t-elle dit. Nous allons finir ici. J'ai attrapé mes clés et mon sac à main, je suis sorti vers la voiture, le cœur battant contre mes côtes, et je suis resté assise derrière le volant pendant 1 minute entière avant de pouvoir me décider à tourner la clé. Je me suis dit que ce n'était rien, un malentendu. Peut-être que Thomas Reed avait simplement vu Jonathan et Diane déplacer des meubles, prendre des mesures pour des rideaux ou faire l'une des centaines de choses banales que les gens font quand ils s'installent dans une nouvelle maison. Je me suis dit qu'il y avait une explication raisonnable, parce que c'était plus facile que l'alternative. Mais une partie de moi savait déjà. Une partie de moi savait depuis un certain temps, de la manière dont on sait qu'une tempête approche avant que le ciel ne s'assombrisse réellement. Les petites hésitations avant que Jonathan ne réponde à certaines questions, la façon dont Diane avait insisté pour être présente lors de la visite finale, la façon dont ils étaient tous les deux devenus un peu trop à l'aise. Un peu trop rapidement dans une maison dont les fondations reposaient sur l'argent de mon père.
J'ai quitté l'allée et j'ai regardé une fois dans le rétroviseur la maison, ma maison, me suis-je rappelé, brillant d'or dans la lumière de fin d'après-midi, ressemblant exactement à l'avenir que je m'étais planifié. Je ne savais pas encore que je conduisais vers le moment qui mettrait fin à mon mariage. Je savais seulement que quoi que ce soit qui m'attendait à la porte d'entrée de Thomas Reed, je devais le voir de mes propres yeux. Le nouveau logement de Thomas Reed était une petite location de l'autre côté de la ville, le genre de maison propre et tranquille qui appartient à un homme qui a passé toute sa vie à être prudent. Il a ouvert la porte avant même que je ne frappe, comme s'il avait guetté ma voiture. Et l'expression sur son visage m'a dit que ce ne serait pas le malentendu que j'avais espéré pendant le trajet. « Merci d'être venu », a-t-il dit en s'écartant pour me laisser entrer. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Vous avez donné l'impression que c'était important. » Ça l'est. Il m'a conduite à une petite table de cuisine où un ordinateur portable était déjà ouvert, l'écran sombre, en attente. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je me suis assise et j'ai remarqué que mes mains étaient froides malgré l'après-midi chaud, et je les ai jointes sur mes genoux parce que je ne voulais pas qu'il les voie trembler. Thomas s'est assis sur la chaise en face de moi avec les mouvements prudents d'un homme dont les genoux lui causaient des problèmes depuis des années, et il est resté silencieux un moment avant de parler à nouveau. « Je veux que vous compreniez quelque chose d'abord, » a-t-il dit. « Je ne suis pas un homme qui se mêle des affaires des autres. J'ai construit ce système de caméra moi-même il y a des années, principalement pour la tranquillité d'esprit de ma femme lorsque je voyageais pour le travail. Quand nous avons vendu la maison, j'ai déconnecté toutes les caméras dont je me souvenais. J'en ai manqué une, celle derrière la bibliothèque dans le salon, branchée sur une prise dont j'avais même oublié l'existence. J'ai seulement découvert qu'elle était encore active parce que mon stockage en nuage a envoyé une notification indiquant qu'il était plein. Il a fait une pause. Je suis allé pour supprimer les images, et puis je les ai regardées, et je ne pouvais pas, en bonne conscience, les supprimer sans vous les montrer d'abord. Montrez-moi, ai-je dit, parce que je ne pouvais plus supporter l'attente. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi et a appuyé sur lecture. La séquence était horodatée de 4 jours plus tôt, un vendredi après-midi où j'avais été au bureau pour finir un projet qui m'avait retenu tard dans la soirée. L'angle était légèrement surélevé, regardant vers le bas sur le salon. Mon salon, encore à moitié meublé, des cartons empilés le long d'un mur. J'ai regardé Jonathan entrer par la porte d'entrée et, un instant plus tard, Diane l'a suivi à l'intérieur, jetant un coup d'œil dans la pièce, de la manière dont une personne regarde quelque chose qu'elle s'imagine déjà comme étant à elle. Je me suis surprise à me pencher en avant sans le vouloir, comme si me rapprocher de l'écran pouvait d'une manière ou d'une autre changer ce que j'étais sur le point d'entendre. « Elle pense toujours que cette maison vous appartient à tous les deux », a dit Diane sur l'enregistrement, s'installant sur la coudoir du canapé, sa voix portant ce mélange particulier de chaleur et d'acier que j'avais entendu pendant tout mon mariage. Gentille fille. Elle ne lit même jamais les petits caractères. Jonathan a ri, un rire facile et familier, le même dont j'étais tombée amoureuse 12 ans plus tôt, et a dit, elle me fait confiance. Pourquoi lirait-elle les petits caractères? Je suis son mari. Cette confiance est utile, a dit Diane. Tant que nous l'utilisons correctement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, une immobilité qui n'avait pas encore de nom. Ils ont continué à parler. Diane a mentionné un dossier de refinancement. Elle avait déjà contacté un courtier à ce sujet, quelqu'un qu'elle connaissait personnellement, quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions. Jonathan a mentionné que l'héritage de mon père avait couvert près de 70% de la compte, et Diane a répondu que c'était dommage qu'un tel argent n'ait pas suivi les canaux familiaux appropriés, qu'il aurait dû être mieux structuré dès le début. Ils ont parlé de paperasse, d'une clause de procuration enfouie quelque part dans une pile de documents qui permettrait à la propriété de changer de main progressivement, discrètement, légalement, sans jamais nécessiter une seule confrontation dramatique. Diane a prononcé les mots avec le temps plus d'une fois, les savourant comme on pourrait décrire une recette qui nécessite de la patience pour bien prendre. Elle ne remarquera rien, a dit Jonathan. J'étais assise, figée, à la table de cuisine de Thomas Reed, regardant mon mari décrire ma confiance aveugle comme une ressource à gérer, et j'ai compris avec une clarté presque physique que l'homme qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père et l'homme sur cet écran étaient, d'une manière ou d'une autre, incroyablement la même personne. La vidéo a duré encore 6 minutes. Je l'ai regardée en entier. J'ai regardé Diane se promener dans ma cuisine, ouvrir les placards, commenter que l'agencement serait mieux adapté à de vraies réceptions une fois que quelques murs seraient abattus. J'ai regardé Jonathan hocher la tête à chaque suggestion,
conciliant de la manière particulière dont il avait toujours été conciliant avec sa mère, une habitude de toute une vie que j'avais autrefois trouvée attachante, parce qu'elle témoignait, pensais-je, de loyauté et d'amour. Je comprenais maintenant qu'elle témoignait d'autre chose, d'obéissance, peut-être, ou d'alliance. Quand la séquence s'est terminée, Thomas a fermé doucement l'ordinateur portable, comme si le fermer trop vite pouvait me blesser davantage. J'ai tout copié sur une clé, a-t-il dit en faisant glisser une petite clé USB sur la table vers moi. Chaque angle, chaque date, tout ce que la caméra a capté. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre mariage, Madame Baker, et ce n'est pas à moi de deviner, mais une maison ne rend les gens responsables de rien, sauf de ce qui est documenté. J'ai pensé que vous devriez avoir ceci avant que quelqu'un ne décide d'effacer ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de ces murs. J'ai pris la clé et l'ai tenue dans ma paume, petite et légère, à peine le poids d'une clé de maison, et pourtant j'avais l'impression qu'elle pourrait faire basculer toute la fondation de ma vie. Merci, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'aurais cru. Je ne sais pas comment vous remercier pour cela. Vous ne me devez rien, a-t-il dit. J'ai vendu cette maison parce que ma femme et moi y avons construit un foyer, et je détesterais penser que quelqu'un enlève cette même chance à une autre famille par un mensonge. Il m'a accompagné jusqu'à la porte et juste avant que je ne sorte dans la lumière déclinante. Il a dit une dernière chose tranquillement, presque comme un avertissement. Vous avez encore le temps, Madame Baker. Quoi que vous décidiez de faire, vous avez encore le temps de le faire correctement. Je suis rentré chez moi avec la clé USB dans la poche de mon manteau, ma main posée dessus à chaque feu rouge, comme si elle pouvait disparaître si je la lâchais. Et quelque part sur ce trajet tranquille de retour à la maison que j'avais payé avec la mémoire de mon père, j'ai pris une décision. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. Pas avant d'avoir compris exactement jusqu'où cela allait et exactement comment m'assurer que cela ne pourrait plus jamais m'arriver, ni à personne d'autre. Je suis rentré dans ma propre maison ce soir-là et je suis devenu quelqu'un d'autre. Pas une femme différente exactement, juste une version plus silencieuse de moi-même, une qui avait appris en l'espace d'un seul après-midi que l'endroit le plus sûr pour garder la vérité était derrière une porte fermée dans ma propre poitrine. Comment était le magasin de peinture ? A demandé Jonathan, sans même lever les yeux de la boîte d'ustensiles de cuisine qu'il déballait. Il y avait du monde, ai-je dit. J'y retournerai demain quand ce sera plus calme. Il a hoché la tête, satisfait, et ce fut la fin de la conversation. Je me souviens être resté un instant dans l'embrasure de la porte, le regardant ranger nos fourchettes et couteaux dans l'organisateur de tiroirs que j'avais acheté des semaines plus tôt avec un bonheur si simple, et sentant quelque chose d'étrange s'installer en moi. Pas de la rage, pas encore, mais une sorte de clarté froide, comme sortir dehors lors du premier gel de l'année et pouvoir enfin voir son propre souffle. Au cours des jours suivants, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 12 ans de mariage. J'ai commencé à observer mon mari comme on observe un étranger. J'ai remarqué des choses que j'avais toujours vues mais jamais vraiment regardées. Jonathan gérait chaque document financier qui arrivait dans notre boîte aux lettres, triant les factures et les relevés avec une efficacité exercée que j'avais autrefois admirée, disant que c'était juste plus simple comme ça. Chaque fois que je proposais mon aide, je remarquais que Diane, qui venait presque tous les 2 jours sous prétexte de nous aider à nous installer, réussissait toujours à être celle qui récupérait le courrier de la boîte aux lettres au bout de l'allée avant même que je ne rentre du travail. J'ai remarqué la façon dont leur conversation changeait dès que j'entrais dans une pièce, ne s'arrêtant pas exactement, mais s'adoucissant, se réorientant, comme l'eau trouvant un autre chemin autour d'un rocher. Rien de tout cela en soi n'aurait signifié quoi que ce soit. Ensemble, cela signifiait tout. 3 jours après ma visite chez Thomas Reed, Jonathan est rentré à la maison avec un dossier de documents et les a posés sur la table de la salle à manger avec l'air facile et détaché d'un homme discutant des plans du week-end. Papier de refinancement, a-t-il dit. Rien d'excitant, juste pour clarifier certains termes du prêt maintenant que nous avons conclu. Des choses de routine. Diane, qui se trouvait là, elle semblait toujours se trouver là, s'est penchée et m'a tapoté la main. Tout le monde fait ça après la clôture, ma chère. C'est ennuyeux, mais ce n'est que de la paperasse. Tu signes quelques pages et c'est fait. J'ai regardé le dossier, épais et officiel, et j'ai senti la clarté froide des jours précédents se durcir en quelque chose de plus utile. Un plan. Bien sûr, ai-je dit en souriant. Laisse-moi y jeter un œil quand j'aurai une soirée tranquille. J'aime bien lire les choses avant de signer. Tu sais comment je suis. La mâchoire de Jonathan s'est crispée une demi-seconde.
si brièvement que j'aurais pu l'imaginer si je n'avais pas regardé si attentivement. Bien sûr, a-t-il dit, rien ne presse, mais il y avait une urgence. Je pouvais la sentir dans l'air entre eux, dans la façon dont les yeux de Diane passaient de Jonathan à moi, dans la légère patience affectée de deux personnes essayant de ne pas paraître impatientes. J'ai posé des questions innocentes au cours des soirées suivantes. Que signifie cette clause? Pourquoi cette section est-elle surlignée? Est-ce le formulaire standard que la banque utilise? Et chaque fois, Jonathan répondait avec aisance, confiance, clairement soulagé que je ne pousse pas plus loin. Il a commencé à se détendre. Il a commencé, je pense, à croire que sa mère avait eu raison sur moi depuis le début, que j'étais trop confiante, trop douce, trop amoureuse pour vraiment regarder. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque nuit, après qu'il se soit endormi, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et une douce lumière bleue, passant en revue chaque page de ce dossier, ligne par ligne. Je photographiais chaque document avec mon téléphone avant de remettre le dossier exactement là où il l'avait laissé. J'ai ouvert un nouveau compte de messagerie sous un nom qui ne signifiait rien pour personne d'autre que moi et j'ai commencé à y transférer des copies, ainsi que des photos, des captures d'écran et des dates. Je gardais un petit enregistreur vocal dans la poche de mon cardigan pendant les dîners de famille, capturant des conversations que je réécouterais plus tard dans ma voiture pendant ma pause déjeuner, garée à 3 rue de mon bureau. Où personne que je connaissais ne me verrait pleurer silencieusement avant de m'essuyer le visage et de retourner au travail comme si de rien n'était. J'ai constitué mon propre dossier, une archive de l'ombre invisible pour eux, s'alourdissant chaque jour de preuves de ce que j'avais vu sur l'ordinateur portable de Thomas Reed. C'est la 5e nuit, en lisant à la faible lueur de mon écran pendant que Jonathan dormait à l'étage, que j'ai trouvé la clause qui a tout changé. Enfouie à la page 14 des documents de refinancement, dans un langage si dense et technique qu'il semblait conçu pour être ignoré, se trouvait une disposition accordant à Jonathan une procuration limitée sur les questions relatives à la propriété. À mettre en œuvre dès ma signature et une approbation notariée. Elle était formulée avec soin, presque avec élégance, présentée comme quelque chose de pratique pour simplifier les futures formalités administratives afin que je ne sois pas accablé par des questions administratives de routine. Je l'ai lu 3 fois pour être certaine de comprendre ce que je regardais. Ce n'était pas un refinancement, ou plutôt, c'était un refinancement enrobé de quelque chose de tout à fait différent. Une clé juridique qui, une fois tournée, permettrait à Jonathan de prendre des décisions concernant ma maison, l'argent de mon père, mon avenir, sans jamais avoir besoin de me le demander à nouveau. Je suis resté très immobile dans la cuisine sombre, écoutant la vieille maison s'installer autour de moi, ces craquements inhabituels encore étranges à mes oreilles après seulement une semaine de vie ici. J'ai pensé à mon père, à la manière calme et prudente avec laquelle il avait économisé son argent pendant 30 ans à enseigner la chimie à des adolescents qui pour la plupart s'en fichaient, à la façon dont il me disait que le moyen le plus sûr de perdre quelque chose de précieux n'était pas le vol. C'était la confiance accordée à la mauvaise personne sans jamais vérifier où elle atterrissait. J'ai fermé l'ordinateur portable et pour la première fois depuis cet appel téléphonique, je me suis permis un petit sourire sinistre dans l'obscurité. Il pensait que je signais pour renoncer à mon avenir. J'étais sur le point de m'assurer de ne jamais le perdre du tout. J'ai trouvé le nom de Michael Grant de la manière dont la plupart des gens trouvent des avocats quand ils ont peur de demander à quelqu'un qu'ils connaissent. Une recherche nocturne sur mon téléphone, au lit, avec la luminosité de l'écran baissée au maximum pour que la lumière ne réveille pas Jonathan à côté de moi. Avocat en immobilier, 26 ans de pratique, des avis qui utilisaient des mots comme discret et minutieux. J'ai appelé son bureau le lendemain matin depuis le parking de l'épicerie, le cœur battant comme si je faisais quelque chose de honteux au lieu de quelque chose de nécessaire, et j'ai demandé le premier rendez-vous disponible qui ne m'obligerait pas à m'expliquer à une réceptionniste. Le bureau de Michael Grant était petit et sans faste, niché au-dessus d'un pressing dans une rue calme, et je l'ai immédiatement apprécié pour cette raison précise. Rien chez lui ne semblait intéressé à m'impressionner. Il avait peut-être 58 ans, les tempes grisonnantes, avec l'air posé d'un homme qui avait vu toutes les versions de l'histoire que j'allais lui raconter, et qui avait cessé d'être surpris par l'une d'entre elles des années auparavant. J'ai tout apporté, la clé USB, mes photographies des documents, des copies de les enregistrements vocaux que j'avais organisés par date sur mon téléphone. J'ai tout posé sur son bureau comme des preuves dans un procès, car, d'une certaine manière, je suppose que c'est exactement ce que c'était. Il a d'abord regardé la séquence en silence, son expression illisible, s'arrêtant de temps en temps pour écrire quelque chose sur un bloc-notes juridique d'une écriture trop petite pour que je puisse la lire à l'envers. Quand ce fut terminé,
Il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé un long moment avant de parler. Madame Baker, je veux être direct avec vous, car je pense que vous préférez cela à la douceur en ce moment. S'il vous plaît, ai-je dit. Ce n'est pas un refinancement de routine. La clause de procuration à la page 14, si elle est signée et notariée, donnerait à votre mari une large autorité sur les décisions relatives à la propriété. Pas un contrôle total immédiat, mais suffisamment d'échafaudage pour qu'avec le temps, avec quelques documents plus soigneusement formulés, il puisse transférer la propriété, contracter des prêts sur la valeur nette, ou vendre la propriété. Tout cela sans nécessiter votre participation active à chaque étape. C'est conçu pour paraître inoffensif. C'est conçu pour être signé par quelqu'un qui fait confiance à la personne qui le lui tend et ne lit pas au-delà du premier paragraphe. J'ai senti mes mains se crisper sur mes genoux. Donc, c'est légal en apparence? Oui, c'est ce qui le rend dangereux. Il n'y a rien d'illégal à ce qu'un conjoint demande à un autre de signer des documents. La loi suppose généralement que si vous avez signé quelque chose, vous l'avez compris, ce qui signifie que la seule vraie protection que vous avez est de ne pas le signer et de vous assurer qu'ils ne peuvent pas discrètement forcer la chose d'une autre manière. Le peuvent-ils? Pas si nous. Agissons rapidement. Il a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Je peux déposer des mesures de protection aujourd'hui, un avis d'intérêt, une mise à jour du libellé de l'acte de propriété, et un enregistrement formel vous établissant comme la seule partie ayant l'autorité d'approuver tout transfert ou charge sur la propriété. Cela ne les empêchera pas de vous demander de signer quoi que ce soit. Mais cela signifiera que même si vous signez sous pression ou sans bien comprendre, tout transfert nécessiterait votre comparution personnelle et vérifiée ainsi que l'examen d'un conseiller juridique distinct avant de pouvoir être finalisé. En termes simples, je construis un mur autour de la maison que vous seul pouvez ouvrir. Le soulagement m'a traversé si soudainement que c'en était presque étourdissant. Mais en dessous se trouvait quelque chose de plus dur, quelque chose qui avait grandi depuis la nuit où j'ai lu cette clause pour la première fois à la lueur de mon ordinateur portable. Je veux plus qu'un mur, Monsieur Grant. Je veux qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Je veux que ce soit documenté. Je veux que ce soit indéniable. Il m'a étudié un moment, et quelque chose a changé dans son expression. Pas de la surprise exactement, mais une sorte de respect tranquille. Alors nous ferons cela avec précaution. Vous continuez exactement comme vous l'avez fait. Ne refusez pas de signer. Ne les confrontez pas, laissez-les croire qu'ils sont proches de terminer ce qu'ils ont commencé. Plus ils deviendront à l'aise, plus ils en diront, et plus ils en diront, plus votre position deviendra forte. Pendant ce temps, je dépose tout le nécessaire pour m'assurer que, quoi qu'il arrive à cette table, rien ne sera réellement transféré sans passer par moi d'abord. J'ai quitté son bureau cet après-midi-là avec mon propre dossier, maintenant des copies carbone de tous les dépôts qu'il avait promis de soumettre cette semaine. Et je suis rentré chez moi, répétant tranquillement la version de moi-même que je devais continuer à jouer. Épouse reconnaissante, épouse confiante. Une femme qui, lentement, doucement, se résolvait à signer pour renoncer à une vie qu'elle ne savait pas encore légalement blindée contre eux. Cela a fonctionné mieux que je ne l'espérais. En l'espace de 2 jours, le comportement de Jonathan était passé de prudent à confortable. La tension que j'avais remarquée autour de sa mâchoire lors de notre première conversation sur les documents avait maintenant entièrement disparu. Il a commencé à parler plus ouvertement au dîner, mentionnant au passage que peut-être, une fois les choses réglées, il demanderait enfin des devis pour ce bureau à domicile qu'il avait toujours voulu au sous-sol. Diane, sentant la victoire comme elle semblait tout sentir, a commencé à arriver avec des échantillons de peinture et des catalogues de meubles, les tenant contre mes murs avec l'assurance propriétaire d'une femme décorant une maison qu'elle considérait déjà comme la sienne. Je les ai regardés construire leur confort comme un château de cartes, une conversation détendue à la fois, et je n'ai rien dit pour le perturber. Un jeudi soir, Diane a mentionné presque nonchalamment qu'elle connaissait un notaire qui pourrait passer directement à la maison. Tellement plus simple que de conduire quelque part, ma chère, surtout avec à quel point tu as été occupée. J'ai laissé passer un temps d'hésitation, le genre qu'une femme pourrait montrer en lâchant enfin quelque chose qu'elle avait tenu trop fermement. Et puis j'ai souri. Lundi, ai-je dit. Faisons ça lundi. J'aurai tout le week-end pour me sentir sereine à ce sujet. Le visage de Diane s'est illuminé de quelque chose proche du triomphe. Jonathan s'est penché et m'a serré la main. Et je l'ai laissé faire, et je lui ai souri en retour avec une aisance qui m'aurait terrifié une semaine plus tôt, parce que je comprenais maintenant,
en regardant son visage soulagé et satisfait, que je n'étais plus la femme qui faisait obstacle à son plan. J'étais la femme qui refermait le piège autour de lui. Les jours entre jeudi et lundi se sont écoulés étrangement, étirés par une tension que seul moi semblais ressentir. Dans la maison, tout ressemblait au bonheur. Jonathan fredonnait en préparant le café le matin. Diane arrivait maintenant presque tous les après-midi, un mètre ruban à la main, murmurant où un canapé d'angle pourrait aller une fois que nous aurons un peu ouvert cet espace, comme si les murs eux-mêmes appartenaient déjà à un avenir sur lequel elle avait déjà statué. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés planifier. J'ai versé du café, hoché la tête devant des échantillons de tissu et posé des questions polies sur la superficie. Et sous tout cela, je gardais mon téléphone en train d'enregistrer dans la poche de mon cardigan, je gardais les yeux ouverts, je continuais à monter le dossier que Michael Grant qualifierait plus tard, avec une discrétion professionnelle tranquille. De l'un des dossiers de preuves les plus complets que j'ai vus de la part d'un client qui n'était pas elle-même avocate. Le vendredi soir, Jonathan a commencé à parler de rénovation avec une franchise qu'il n'avait jamais montrée avant notre mariage. Il voulait abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger. Il voulait un bureau à domicile au sous-sol, peut-être un bar pour recevoir ses amis d'université, ceux qu'il appelait encore par le surnom qu'il avait à 22 ans. Il parlait de tout cela avec la confiance décontractée et facile d'un homme discutant d'une maison qu'il ne considérait plus comme une propriété commune, mais simplement comme la sienne. Avec moi comme une présence agréable et coopérative quelque part en arrière-plan de ses plans. Nous pourrions même envisager d'acheter une maison à la campagne éventuellement, a-t-il dit, en remplissant son verre de vin, une fois que les choses seront plus flexibles financièrement. Flexible comment ? Ai-je demandé, en gardant ma voix légère, curieuse. La voix d'une femme qui croyait encore être simplement de la partie. Oh, tu sais, une fois que les papiers seront finalisés, il y aura plus de marge de manœuvre. Refinancer à nouveau plus tard. Peut-être retirer des fonds propres pour des investissements. Rien d'inquiétant. Il m'a souri par-dessus son verre, et je lui ai souri en retour. Et j'ai pensé à la caméra de Tom Harriet derrière la bibliothèque, capturant toujours tout, disant toujours tranquillement la vérité, même quand personne dans la pièce ne voulait l'entendre. Le samedi a amené Diane en pleine force, se déplaçant dans ma cuisine avec une confiance qui avait cessé de se déguiser en politesse d'invité. Elle a ouvert le garde-manger et a réarrangé 2 étagères pour une meilleure circulation. Elle s'est tenue au centre du salon, les mains sur les hanches, et a dit à Jonathan que le manteau de la cheminée devrait être remplacé, quelque chose avec un vrai caractère, pas cette camelote de constructeur. De la manière dont on parlerait d'une maison que l'on possède déjà en pleine propriété, pas une qui est encore légalement au nom d'une autre femme. C'est le dimanche soir, la veille de la signature prévue, que j'ai obtenu la preuve que je ne savais même pas qu'il me manquait encore. Jonathan m'a trouvé dans la cuisine en train de laver les derniers plats du dîner, et il est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille dans un geste si familier, si douloureusement ordinaire, que pendant un moment sans défense, j'ai presque oublié tout ce que je savais de lui. Il a embrassé le côté de ma tête et a murmuré, bas et chaud, pensant qu'il ne parlait qu'à moi, pensant qu'il parlait à une femme qui lui faisait entièrement confiance. Une fois que tout sera transféré, a-t-il dit, tu n'auras même plus à penser à tout ça. Tu te réveilleras un jour et tout sera réglé. Tu ne te rendras même pas compte de comment c'est arrivé. C'est tout l'intérêt. Je veux te protéger de tout ce stress. Je ai continué à bouger mes mains dans l'eau savonneuse, à garder ma respiration régulière. Et quelque part dans la poche de mon cardigan, le petit enregistreur a capturé chaque mot. Ça semble bien, ai-je dit, et je voulais que cela sonne doux, reconnaissant, la voix d'une femme dont on prend soin. Seul moi savais ce que ces mots étaient réellement. Une confession complète et sans réserve prononcée par un homme si certain de sa victoire qu'il ne ressentait plus aucun besoin de prudence. Lundi matin, j'ai rencontré Michael Grant une dernière fois avant le travail sur le parking d'un café, à 3 villes de tout endroit où l'un de nous était connu. Il a confirmé que tous les dépôts étaient complets. L'avis d'intérêt enregistré, les protections de l'acte en place, le dossier de documentation assemblé est prêt à être présenté au moment où il serait nécessaire. Il m'a regardé avec le même respect tranquille qu'il avait montré depuis notre première rencontre. « Êtes-vous prête pour ce soir ?» a-t-il demandé. « Je suis prête », ai-je dit, depuis le jour où j'ai regardé cette vidéo. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Jonathan en train de mettre la table de la salle à manger avec un soin inhabituel, les bonnes assiettes, les bougies que nous avions reçues en cadeau de mariage et que nous n'avions jamais utilisées.
Une bouteille de vin qu'il avait clairement choisie pour l'occasion. Diane est arrivée peu après, habillée comme pour une petite célébration, son sourire large et satisfait. Un petit dîner avant la signature, a dit Jonathan en tirant ma chaise pour moi. Nous pensions que tu méritais quelque chose de bien, étant donné que tu as été si compréhensive à propos de tout. Je me suis assise à la table que l'argent de mon père avait aidé à construire, en face des deux personnes qui avaient passé des semaines à planifier tranquillement de me le prendre. Et j'ai souri, et j'ai levé mon verre quand Jonathan a levé le sien pour un toast. À de nouveaux commencements, a-t-il dit, ses yeux chaleureux, sa voix pleine d'un bonheur que j'aurais autrefois tout donné pour mériter. À de nouveaux commencements, ai-je répété, et je voulais dire quelque chose de complètement différent de lui. Diane nous a souri à tous les deux, radieuse, décorant déjà une maison qui ne serait jamais vraiment la sienne. Et aucun d'eux n'a remarqué la façon dont je regardais constamment vers la porte d'entrée, attendant, comptant les minutes, sachant que quelque part sur la route menant à notre maison, une voiture était déjà en chemin. Transportant un homme qui arriverait avant la fin du dîner et changerait tout ce qu'il pensait avoir déjà gagné. Le dîner s'est déroulé exactement comme Jonathan l'avait prévu. La lueur des bougies vacillant sur la bonne porcelaine, le vin versé un peu trop généreusement. Diane racontant une longue histoire sur l'enfance de Jonathan qui visait, je pense, à me rappeler à quel point il appartenait profondément à cette famille, à quel point je devrais naturellement vouloir y appartenir aussi. J'ai ri au bon moment. J'ai posé les bonnes questions. J'ai très peu mangé parce que mon estomac était noué d'anticipation depuis ce matin, mais personne ne semblait le remarquer, trop absorbés par leur propre célébration silencieuse pour me regarder de près. Lorsque les assiettes ont été débarrassées, Jonathan a pris le dossier dans le tiroir du buffet et l'a posé sur la table entre nous, avec une douceur qui ressemblait presque à de la révérence. Il l'a ouvert à la dernière page, l'aplatissant avec sa paume, et a fait glisser un stylo sur la nappe vers moi. Rien ne presse, a-t-il dit, bien que ses yeux disent le contraire. Quand tu seras prête. Diane s'est légèrement penchée en avant, son verre de vin oublié dans sa main, regardant le stylo comme on regarde les dernières secondes avant qu'un feu d'artifice n'explose. Je l'ai pris. J'ai laissé mes doigts reposer dessus un instant, sentant son poids, sentant le poids de tout ce que les 2 dernières semaines m'avaient demandé, le silence que j'avais dû garder, les sourires que j'avais dû feindre. Les nuits que j'avais passées éveillé avec un enregistreur téléphonique dans ma poche et un cœur rempli de chagrin pour le mariage que je pensais avoir. J'ai abaissé le stylo vers la ligne de signature. La sonnette a retenti. La tête de Jonathan s'est relevée d'un coup, une lueur d'irritation traversant son visage. Nous n'attendons personne, a-t-il dit, plus à lui-même qu'à moi, et il a regardé sa mère, qui a légèrement secoué la tête, tout aussi confuse. Je vais voir, ai-je dit, et j'ai posé le stylo sans signer une seule lettre. J'ai ouvert la porte pour trouver Michael Grant debout sur le porche dans un costume gris, calme et posé, un dossier en cuir sous le bras. Derrière lui, un pas en arrière, se tenait un huissier de justice en uniforme tenant une petite pile de documents. « Bonsoir, Madame Baker », a dit Michael. Sa voix était parfaitement adaptée au moment, professionnelle, imperturbable, totalement dépourvue de drame, ce qui, d'une manière ou d'une autre, la rendait plus percutante que s'il avait crié. Je crois que c'est le bon moment. Je me suis écarté et les ai laissés entrer. Jonathan s'est levé de table si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Ses yeux sont passés de Michael à l'officier, puis à moi, et j'ai vu quelque chose derrière eux commencer à changer, le premier tremblement d'un homme réalisant que le sol sous ses pieds n'était plus solide. Catherine, que se passe-t-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis retourné à ma place à la tête de la table et je me suis assise, croisant les mains devant moi, comme j'avais appris à le faire dans le bureau de Michael, calme, délibérée, une femme en pleine possession d'elle-même. Monsieur et Madame Baker, a dit Michael, s'adressant à la fois à Jonathan et à Diane, je suis ici au nom de ma cliente, Catherine Baker, pour vous notifier formellement que la propriété à cette adresse a été légalement protégée contre tout transfert, refinancement ou charge non autorisée. Tous les documents nécessitant sa signature à de telles fins sont nuls à compter d'aujourd'hui, et toute tentative future de modifier le statut de propriété nécessitera un examen juridique indépendant et son consentement vérifié et non contraint. L'huissier de justice s'est avancé et a placé les documents sur la table à côté du dossier que Jonathan avait si soigneusement préparé, une symétrie presque absurde, une pile représentant l'avenir qu'ils avaient planifié, l'autre le démantelant silencieusement. Le visage de Diane était devenu pâle, sa chaleur antérieure complètement dissipée,
remplacé par quelque chose de plus froid, de plus vif, le calcul qu'elle gardait habituellement si soigneusement caché, maintenant pleinement visible. C'est absurde, a-t-elle dit. C'est la maison de notre famille. Jonathan a tous les droits. Jonathan a les droits qui lui sont accordés par la loi et par tout accord que Catherine conclut volontairement et en connaissance de cause, a dit Michael d'un ton égal. Puis il a sorti de son dossier en cuir et a posé une par une les preuves que j'avais passé 2 semaines à rassembler en silence. Des transcriptions imprimées des enregistrements de la caméra de sécurité de Thomas Reed. Des captures d'écran des documents de refinancement, la page 14 entourée en rouge. Des copies de mails entre Diane et le courtier en prêt hypothécaire qu'elle avait contacté à mon insu. Et enfin, un petit appareil, l'enregistreur vocal, que Michael a mis en marche, remplissant la salle à manger du son de la propre voix de Jonathan de la nuit précédente, chaleureuse et sans réserve. Disant des mots qu'il n'aurait jamais imaginé être rejoués devant un huissier de justice à sa propre table de dîner. Une fois que tout sera transféré, tu n'auras même plus à penser à tout ça. Tu ne te rendras même pas compte de comment c'est arrivé. Le visage de Jonathan a perdu toute couleur. Diane était assise, figée, fixant l'enregistreur comme s'il s'agissait de quelque chose qu'il avait personnellement trahi. « Depuis combien de temps savais-tu » a demandé Jonathan, sa voix plus basse maintenant, dépouillée de sa confiance antérieure, presque suppliante. Je l'ai regardé, vraiment regardé, comme je ne m'étais pas permis de le faire depuis ce premier appel téléphonique, cherchant une dernière fois une trace de l'homme que j'avais épousé, celui qui m'avait tenu la main aux funérailles de mon père. Celui à qui j'avais tout confié ce qu'il me restait au monde. Assez longtemps, ai-je dit. Les mots sont restés en suspens dans la pièce, simples et définitifs, et j'ai vu quelque chose dans l'expression de Jonathan finalement se briser. Pas de la surprise, pas même de la colère, encore, juste la lente compréhension d'un homme qui avait passé des semaines si certain de son propre succès qu'il n'avait jamais envisagé que la femme en face de lui pourrait l'observer aussi attentivement qu'il l'avait observé. Diane a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée, ses yeux parcourant les documents sur la table avec le calcul désespéré de quelqu'un cherchant une sortie qui n'existait plus. Les bougies brûlaient toujours. Le vin était encore à moitié plein dans nos verres. Et quelque part sous les ruines de la célébration que Jonathan avait si soigneusement planifiée, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir encore. Pas le triomphe exactement, mais une certitude tranquille et apaisante que quoi qu'il arrive ensuite, je y ferai face, debout sur un terrain qui était enfin, et indéniablement, le mien. Pendant un long moment, personne à table ne bougea. Les bougies brûlèrent plus bas, la cire s'accumulant de manière inégale contre la belle porcelaine que nous n'avions jamais utilisée avant cette nuit. Et le silence s'étira jusqu'à ce que Jonathan retrouve enfin sa voix, bien qu'elle soit sortie plus faible que je ne l'avais jamais entendue. « Catherine, ce n'est pas ce que ça a l'air. Je n'ai jamais eu l'intention de te prendre quoi que ce soit. J'essayais de faciliter les choses pour nous deux. Tu as toujours détesté t'occuper de la paperasse, de toutes les affaires financières. J'essayais juste de m'en occuper pour que tu n'aies pas à le faire. Tu essayais de t'en occuper, ai-je répété doucement. Si complètement que j'aurais eu besoin de ta permission pour prendre des décisions concernant ma propre maison. Il n'avait pas de réponse à cela. Diane, cependant, se redressa sur sa chaise, se composant avec la même dignité cassante qu'elle avait portée à chaque réunion de famille à laquelle j'avais assisté. C'est un malentendu né d'un excès de prudence, a-t-elle dit, s'adressant directement à Michael Grant comme si elle pouvait encore négocier sa sortie d'une pièce qui s'était déjà refermée sur elle. Nous essayons simplement de rationaliser la planification financière de la famille. Il n'y a pas de crime à vouloir que les choses soient structurées efficacement. Michael n'a pas élevé la voix. Il en avait rarement besoin. Madame Baker, a-t-il dit, en utilisant mon nom délibérément, le laissant s'installer dans la pièce comme une correction à la version de propriété que Diane s'imaginait encore. Une planification financière efficace ne nécessite pas de dissimuler ses intentions à la personne dont vous avez besoin de la signature, ni de caractériser la confiance de cette personne comme quelque chose à, selon les mots de votre fils, utiliser correctement. J'ai cela sur enregistrement aussi. Si vous souhaitez que je le repasse. La bouche de Diane se pinça en une fine ligne. Elle ne dit plus rien. L'huissier de justice s'avança avec un calme procédural et confirma ce que Michael avait déjà expliqué, que la propriété restait la mienne seule. Que toute autorité financière que Jonathan aurait pu croire acquérir par le biais des documents de refinancement avait été formellement révoquée et bloquée avant même de pouvoir prendre effet, et que d'autres actions en justice, si je choisissais de les poursuivre,
restait entièrement à ma disposition. Le visage de Jonathan, pendant tout ce temps, passa par quelque chose comme du chagrin, bien que je me sois rendu compte que je ne pouvais pas entièrement y croire non plus. Plus maintenant. C'était peut-être simplement le chagrin de perdre ce qu'il avait prévu. Je ne savais pas. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de savoir. Ce n'était plus ma responsabilité de le comprendre. Ils sont partis en moins d'1 heure. Jonathan a fait 2 valises dans un silence quasi total, se déplaçant dans la chambre que nous avions partagée pendant à peine 2 semaines avec les mouvements raides et prudents d'un homme essayant de préserver un dernier lambeau de sang-froid. Diane attendait près de la porte d'entrée, les bras croisés, refusant de me regarder, bien que juste avant de sortir, elle se soit retournée et dit d'une voix dépouillée de toute sa chaleur antérieure, « Tu le regretteras. La famille, c'est la famille, Catherine. Tu la prendras à tes dépens, seule dans cette maison. J'ai déjà une famille, ai-je dit. Celle que mon père a bâtie pour moi. Et cette maison fait partie de ce qu'il m'a laissé, pas quelque chose que je suis prête à céder pour protéger des gens qui ne m'ont jamais protégé en retour. » Elle n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière eux deux. Et le son de celle-ci, silencieux, final, ordinaire, était d'une certaine manière plus fort que tout ce qui s'était passé toute la soirée. Je suis resté seul dans le hall d'entrée pendant un long moment après leur départ, écoutant la maison s'installer autour de moi, comme elle l'avait fait lors de cette première nuit étrange, avec la clé USB de Thomas Reed pesant lourdement dans la poche de mon manteau. J'ai marché lentement dans chaque pièce, comme on pourrait le faire dans une maison que l'on voit pour la première fois, bien que rien n'ait physiquement changé. Les mêmes parquets que mon père aurait caressés de la main, admirant le travail artisanal. La même fenêtre de cuisine qui captait la lumière du matin exactement comme je l'avais imaginé en voyant les photos de l'annonce. Le même salon où une petite caméra cachée derrière une bibliothèque avait, silencieusement, fidèlement, dit la vérité quand personne d'autre ne le voulait. Je n'avais pas l'impression que la maison avait changé. J'avais l'impression de comprendre enfin ce qui avait toujours été vrai à son sujet. Qu'elle était à moi, entièrement et complètement, d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment été avant cet appel téléphonique, avant cette vidéo, avant d'apprendre exactement de quoi j'étais capable lorsque tout ce que j'aimais était menacé. J'ai appelé Thomas Reed le lendemain matin, principalement pour le remercier à nouveau, bien que je pense que ce que je voulais vraiment, c'était simplement entendre une voix aimable après tout cela. Il est resté silencieux un moment quand je lui ai raconté comment ça s'était terminé, puis il a dit quelque chose que je porte en moi depuis. Les maisons s'accrochent à la vérité plus longtemps que les gens, Madame Baker. Je suis juste content que celle-ci ait encore un peu de vérité à vous donner. Je pense souvent à cela maintenant, dans les mois qui ont suivi, à quel point j'ai été proche de signer pour tout ce pourquoi mon père a travaillé toute sa vie, simplement parce que j'ai fait confiance au mauvais sourire à la mauvaise table. Je pense au fait que l'amour, le vrai amour, n'a pas besoin d'être protégé par le secret, par des documents glissés discrètement à quelqu'un qui vous fait trop confiance pour lire les petits caractères. Je pense au fait que le partenariat le plus vrai se construit au grand jour, pas derrière les catalogues de meubles soigneusement arrangés d'une belle-mère ou les assurances exercées d'un mari. Je vis toujours dans cette maison. J'ai depuis planté le jardin de tomates que j'avais toujours prévu, et certains matins, je m'assieds sur le porche avec mon café et je regarde la lumière se déplacer dans la cour, et je pense à la facilité avec laquelle j'aurais pu tout perdre. Pas seulement les murs et les fenêtres, mais la paix tranquille et durement acquise de faire enfin confiance à mes propres yeux plutôt qu'aux paroles de quiconque. Si vous étiez à ma place, je me demande ce que vous auriez fait différemment, ou de la même manière. J'aimerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous et savoir d'où dans le monde vous regardez ce soir. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à partager avec vous, alors s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Continuons à parcourir ce chemin ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.